dans quelles circonstances. Quand je vois, écrit Hume, par exemple, une bille de billard qui se meut en ligne droite vers une autre, à supposer même que le mouvement de la seconde bille me soit accidentellement suggéré, comme le résultat de leur contact ou de l'impulsion, ne puis-je pas concevoir que 100 événements différents pourraient aussi bien suivre de cette cause? Les billes ne peuvent-elles toutes deux rester en repos absolu? La première bille ne peut-elle retourner en ligne droite? Ou rebondir de la seconde dans une ligne ou une direction quelconque? Toutes ces suppositions sont cohérentes et concevables. Alors pourquoi donner la préférence à l'une d'elles, qui n'est ni plus cohérente ni plus concevable que les autres? Tous nos raisonnements a priori ne seront jamais capables de nous montrer le fondement de cette préférence. La question que pose Hume dans ce texte, et au travers de ces scènes imaginaires, où les billes de billard batifolent, de la façon la plus fantaisiste qui soit, eh bien la question que pose Hume consiste à savoir ce qui nous garantit au juste, mais aussi ce qui nous persuade que les lois physiques, les lois du choc, vont continuer à être respectées dans un instant, dès lors que ni l'expérience ni la logique ne nous permet d'en avoir l'assurance. Car il n'y a aucune contradiction logique à imaginer que ces lois se modifient à l'avenir, et aucune expérience de la constance passée des lois ne nous permet d'en inférer qu'il en sera de même à l'avenir. Comme on le sait, Hume en conclut que seule l'habitude des constances empiriques passées nous persuade que le futur ressemblera au passé. Solution psychologique au problème par lui posé, qui n'a pas satisfait ceux qui ont tenté, après Hume, de résoudre à leur tour son défi lancé à la raison, principalement Kant et Popper. Donc le problème de Hume est simple. Qu'est-ce qui me garantit que dans un instant, les lois physiques ne vont pas changer sans raison ni cause, et les objets adopter les comportements les plus fantaisistes? La réponse de Hume, c'est « rien ne me le démontre, et ce qui m'en persuade, c'est tout simplement la faculté psychologique de l'habitude ». Alors, j'ai dit que Kant et Popper faisaient partie de ceux qui, parmi les plus connus, ont tenté de répondre au défi humien. Commençons par la solution la plus récente, celle de Popper, telle qu'il l'a exposée dans son ouvrage classique, La logique de la découverte scientifique, puis approfondie continuellement dans ses livres ultérieurs. La solution de Popper, dans son principe, est très simple. Si nous avions posé à Popper la question de savoir ce qui nous garantit que la boule de billard humienne, je dis boule de billard, même si les traductions disent bille de billard, que la boule de billard humienne, donc, ne va pas adopter les comportements fantaisistes précédemment décrits, Popper aurait répondu non seulement que rien ne saurait le garantir, mais de surcroît que cela est une bonne chose, puisque ces possibilités, ces comportements fantaisistes, n'ont rien de fantaisiste en vérité, et doivent être pris tout à fait au sérieux. Pour Popper, en effet, nos prévisions sur le futur consistent en hypothèses théoriques qui sont essentiellement falsifiables par des expériences nouvelles, c'est-à-dire non encore répertoriées. Ce qui fait qu'une théorie est scientifique, pour Popper, tient précisément au fait qu'elle est en droit réfutable par l'expérience. Et c'est la falsifiabilité intrinsèque des conjectures scientifiques, sur le futur notamment, qui explique le dynamisme de la science expérimentale, le mouvement incessant au cours duquel les physiciens avancent de nouvelles hypothèses, récusent les anciennes et soumettent à des tests impitoyables les théories rivales. Dès lors, il est vain de demander à la façon de Hume ou des empiristes qui viennent après lui ce qui nous persuade que le soleil se lèvera demain, ce qui nous persuade que tout être vivant finira par mourir ou que le pain nourrit effectivement. Car pour Popper, rien ne doit ni ne peut nous en persuader, pour la bonne raison que cela n'est en rien nécessaire. Plus encore, cela n'est en rien nécessaire puisque cela ne s'est pas toujours produit, ni dans tous les cas. Voici en effet ce que Popper écrit à ce sujet dans La connaissance objective. Si l'on examine les 3 exemples types, écrit-il, de lois établies par l'induction, donc par la généralisation empirique, on s'aperçoit qu'elles sont effectivement réfutables. La loi suivant laquelle le soleil se couche une fois toutes les 24 heures a été réfutée par Pythéas de Marseille lorsqu'il découvrit la mer gelée et le soleil de minuit. Donc à proximité du pôle, en effet, le soleil cesse de se coucher toutes les 24 heures. La loi suivant laquelle tout être vivant est voué à la mort fut réfutée quand on découvrit que les bactéries ne sont pas vouées à mourir puisque la démultiplication par scission n'est pas la mort.
La loi suivant laquelle le pain nourrit, un des exemples favoris de Hume, précise-t-il, fut réfutée le jour où, en mangeant leur pain quotidien, des gens dans un village français moururent d'ergotisme. Évidemment, ça se passe en France. Si nous en revenons donc au choc de nos boules de billard, il faut dire, selon Popper, qu'elles pourront adopter à l'avenir, effectivement, des comportements inattendus. Soit parce qu'on modifie les circonstances de l'expérience, par exemple en métallisant nos boules et en introduisant un champ magnétique puissant, soit parce qu'un jour on découvrira un moyen de modifier le champ gravitationnel dans lequel elles évoluent. Voilà donc le principe de la solution avancée par Popper au problème de Hume. Le problème est simple, la réponse est simple. On ne peut pas garantir que les billes de billard n'adopteront pas de comportements fantaisistes parce que ces comportements sont effectivement possibles. En tout cas, on ne peut pas les décréter à l'avance impossibles. Alors pourquoi je dis qu'une telle solution opérait à mon sens un contresens sur le véritable problème formulé par Hume dans l'enquête? Remarquons tout d'abord que la solution poppérienne se meut tout entière dans un imaginaire homogène à celui de la science-fiction. En effet, qu'est-ce que le falsificationnisme nous demande d'admettre concernant les théories scientifiques? Eh bien qu'à l'avenir, de telles théories seront peut-être réfutées au profit d'autres théories actuellement peut-être tout à fait inenvisagées, voire inenvisageables. Les exemples que nous donne Popper de telles réfutations appartiennent évidemment au passé. Pythèse de Marseille, l'ergotisme, etc. Mais le principe de son épistémologie consiste à projeter dans l'avenir la possibilité de ruptures scientifiques tout aussi radicales que celles qui se sont déjà produites et qui ont vu, par exemple, la dynamique newtonienne se périmer au profit de théories aussi révolutionnaires et inanticipables par les hommes du XVIIIe, voire du XIXe siècle, que la relativité générale ou la physique quantique. Même si nous ne pouvons pas savoir ou même entrevoir ce que pourront être la physique ou la biologie du futur, nous devons accepter la possibilité d'une science expérimentale à venir aussi incommensurable vis-à-vis de la science présente que la science présente peut l'être au regard de celle des siècles passés. Il s'agit bel et bien, pour accéder à l'épistémologie de Karl Popper, de concevoir de la science-fiction, mais une science-fiction, peut-on dire, indéterminée, puisqu'au lieu d'inventer le contenu positif de la science du futur, nous nous contentons de poser l'être possiblement tout autre d'un tel contenu de la science à venir au regard de notre savoir présent. Quel est alors, à mon sens, le contresens commis par Popper à propos de Hume? Eh bien, Popper pose en vérité le problème suivant. Est-ce que nos théories peuvent être réfutées à l'avenir par des expériences nouvelles? Son problème est épistémologique. Il concerne la nature de notre savoir scientifique. Mais il n'est pas ontologique, au contraire du problème de Hume. Problème qui, à mon sens, ne concerne pas simplement la stabilité des théories scientifiques, mais la stabilité des processus des lois physiques elles-mêmes.